Les tablettes sumériennes constituent l'un des corpus textuels les plus anciens jamais mis au jour. Découvertes principalement en Mésopotamie méridionale dans des sites comme Nippur, Ur et Eridu, elles remontent, pour certaines, potentiellement à plus de 5000 ans. L'interprétation dominante les présente comme des registres administratifs, des hymnes religieux et des récits mythologiques propres à une civilisation parmi d'autres. Pourtant, plusieurs de ces textes décrivent avec une précision inhabituelle un monde antérieur à un cataclysme majeur, un déluge universel qui aurait effacé une civilisation entière. Les chercheurs ont longtemps traité ces descriptions comme de la littérature symbolique. Mais certains passages résistent à cette lecture. Ils contiennent des détails techniques, des durées de règne, des noms de villes et des descriptions géographiques qui posent des questions auxquelles l'archéologie conventionnelle n'a pas encore fourni de réponses satisfaisantes. Lorsque les premières tablettes cunéiformes furent déchiffrées au milieu du XIXe siècle, les assyriologues se trouvèrent confrontés à un problème immédiat. Ces documents ne ressemblaient pas uniquement à des registres de grains ou à des contrats commerciaux. Certains d'entre eux décrivaient un monde organisé, administré et peuplé bien avant l'époque que l'archéologie classique attribuait aux premières grandes civilisations. La question se posa alors naturellement, ces textes relataient-ils des événements réels ou s'agissait-il de constructions symboliques destinées à légitimer le pouvoir des dynasties régnantes ? L'interprétation dominante pencha rapidement vers la seconde hypothèse. Les historiens du XIXe siècle, formés dans une tradition qui séparait rigoureusement mythe et histoire, classèrent les récits présentant des rois aux règnes extraordinairement longs, des dieux intervenant directement dans les affaires humaines, et des catastrophes globales dans la catégorie de la mythologie religieuse. Cette classification fut ensuite transmise de génération en génération sans être fondamentalement remise en cause. Elle constitue encore aujourd'hui le cadre de lecture officiel dans la majorité des institutions académiques. Pourtant, plusieurs assyriologues du XXe siècle commencèrent à signaler des anomalies dans cette lecture. Thorkild Jacobsen, l'un des spécialistes les plus rigoureux de la littérature sumérienne, nota que certains textes présentaient une structure narrative distincte de celle des mythes purement religieux. Ils contenaient là des références géographiques précises, des noms de villes identifiables et des séquences d'événements qui suivaient une logique causale plutôt que symbolique. Jacobsen n'alla pas jusqu'à affirmer que ces textes étaient là des chroniques historiques au sens moderne du terme, mais il reconnut qu'ils contenaient vraisemblablement un noyau de mémoire collective encodé dans un langage mythologique. La distinction entre mythe et mémoire historique encodée est fondamentale pour comprendre les débats actuels autour des tablettes sumériennes. Dans de nombreuses cultures anciennes, les événements traumatiques ou fondateurs n'étaient pas consignés sous forme de rapports factuels. Ils étaient intégrés dans des structures narratives qui leur conféraient un sens cosmologique, les rendant ainsi transmissibles à travers les générations. Le fait qu'un récit utilise le langage des dieux et des prodiges ne signifie pas nécessairement qu'il ne contient aucune information sur des événements réels. Il signifie que les auteurs de ce récit utilisaient les outils cognitifs et culturels disponibles dans leur contexte pour préserver une information qu'ils jugeaient essentielle. C'est dans ce cadre interprétatif que les tablettes décrivant le monde d'avant le déluge méritent une réévaluation. Les tablettes d'argile de la Mésopotamie ancienne constituent notre fenêtre la plus directe religieuse et rituelle. D'autres, cependant, présentent des caractéristiques qui les rapprochent davantage de documents de transmission du savoir. La tablette WEB 444, découverte à Larsa et aujourd'hui conservée à l'Ashmolean Museum d'Oxford, est l'un des exemples les plus cités. Elle contient une liste de 8 rois ayant régné avant le déluge, dans 5 villes distinctes, avec des durées de règne exprimées en unités appelées Sar et Ahaznas. La tablette ne présente aucun hymne, aucune prière, aucune formule rituelle. Sa structure est purement listologique, ce qui la distingue radicalement des textes à vocation religieuse. Cette structure listologique pose elle-même une question. Les listes, dans le contexte sumérien, étaient des outils administratifs et intellectuels. Elles servaient à organiser le savoir, à transmettre des classifications, à établir des généalogies de pouvoir.
Produire une liste de rois préhistoriques dans ce format implique que les auteurs de ce document considéraient tout son contenu comme factuel ou du moins comme relevant d'une tradition digne d'être préservée sous une forme rigoureuse. Cette observation ne constitue pas une preuve de l'historicité de ces rois, mais elle complique la lecture qui réduit l'ensemble du corpus prédiluvien à de la fiction mythologique. Un autre élément mérite attention. Plusieurs tablettes décrivant le monde d'avant le déluge furent retrouvées dans des bibliothèques et des archives, aux côtés de textes manifestement pratiques. Inventaires, correspondances diplomatiques, traités juridiques. Leur présence dans ces contextes suggère que les scribes qui les copiaient et les conservaient ne les plaçaient pas dans une catégorie radicalement séparée de la documentation ordinaire. Cette proximité archivistique ne prouve rien en elle-même, mais elle indique que la frontière entre récits mythologiques et mémoire historique était peut-être moins nette pour les Sumériens eux-mêmes que pour les chercheurs modernes, qui ont classifié leur littérature. La question centrale reste donc ouverte. Ces tablettes décrivent-elles un monde réel, antérieur à une catastrophe majeure dont la mémoire aurait été préservée sous une forme codifiée ? Ou constitue-t-elle une construction idéologique destinée à projeter dans un passé immémorial la légitimité des structures politiques et religieuses sumériennes ? Les sections suivantes examinent chacun des éléments textuels, archéologiques et géologiques qui permettent de nourrir ce débat avec des données concrètes. La liste royale sumérienne est l'un des documents les plus commentés et les plus controversés de l'ensemble du corpus mésopotamien. Elle se présente comme une chronique continue de la royauté, depuis ses origines légendaires jusqu'aux dynasties historiquement attestées. Son ouverture est sans ambiguïté. Après que la royauté fut descendue du ciel, la royauté se trouvait à Eridu. Cette formulation établit d'emblée un cadre cosmologique dans lequel l'institution politique humaine est conçue comme une délégation d'autorité divine. Ce cadre est cohérent avec d'autres textes sumériens qui décrivent le pouvoir royal comme une fonction conférée par les dieux et révocable par eux, ce qui distingue la liste royale de la plupart des autres documents sumériens, c'est la nature des données qu'elle contient pour la période antérieure au déluge. Les 8 rois, listés avant le cataclysme, ont des durées de règne comprises entre 18 600 et 43 200 années. Ces chiffres ont été immédiatement identifiés comme problématiques par les premiers déchiffreurs, qui les ont interprétés soit comme des erreurs de copie, soit comme des symboles numériques sans correspondance historique. Cette interprétation reste dominante. Elle repose sur le constat qu'aucun être humain ne peut vivre plusieurs dizaines de milliers d'années, et que ces durées dépassent de très loin ce que la biologie rend possible. Cependant, plusieurs chercheurs ont proposé des lectures alternatives qui méritent d'être examinées séparément de leurs conclusions finales. L'une des plus structurées est celle qui s'appuie sur le système numérique sumérien lui-même. Le système sexagésimal, base 60, utilisé par les Sumériens pour leurs calculs, produit des valeurs qui peuvent être confondues si les unités de mesure ne sont pas correctement identifiées. Si les durées de règne étaient exprimées en unités lunaires plutôt qu'en années solaires, les chiffres se ramèneraient à des valeurs nettement plus modestes, bien qu'encore supérieures à la normale. Cette hypothèse a été développée par plusieurs mathématiciens et historiens des sciences, dont Livio Stecchini, sans toutefois atteindre un consensus dans la communauté assyriologique. Une autre approche consiste à examiner la structure interne des chiffres plutôt que leur valeur absolue. Les assyriologues ont observé que les durées de règne dans la liste royale ne sont pas distribuées aléatoirement. Elles suivent des patterns numériques réguliers liés aux multiples des unités sexagésimales. Cette régularité suggère que les chiffres n'ont pas été assignés arbitrairement, mais selon un système de calcul cohérent, dont les règles exactes restent à déterminer. L'existence de ce système sous-jacent indique que les scribes qui composèrent la liste royale n'inventaient pas des nombres au hasard pour impressionner leur auditoire. Ils appliquaient une logique numérique dont la signification précise nous échappe encore. La rupture introduite par le déluge dans la liste royale est elle-même significative d'un point de vue analytique. Après le cataclysme, les durées de règne chutent brutalement. Les premiers rois post-diluviens ont encore des règnes très longs, plusieurs centaines d'années, mais les chiffres diminuent progressivement au fur et à mesure que la liste avance vers des dynasties historiquement attestées.
Cette décroissance graduelle a été interprétée comme une tentative de raccorder un passé légendaire à une réalité historique documentable. Elle peut aussi être lue comme la représentation d'une dégradation progressive, un thème présent dans de nombreuses traditions anciennes qui décrivent un âge d'or suivi d'une décadence. Ce qui renforce l'intérêt analytique de la liste royale, c'est sa corrélation partielle avec des données archéologiques. Plusieurs des villes mentionnées comme siège de la royauté avant le déluge, Eridu, Bad Tibira, Larak, Sipar, Churupak, ont été effectivement fouillées et leur antiquité a été confirmée. Eridu en particulier est aujourd'hui reconnue par les archéologues comme l'une des plus anciennes agglomérations humaines connues en Mésopotamie, avec des niveaux d'occupation remontant à environ 5400 avant notre ère. La présence de ces villes réelles dans un document contenant par ailleurs des données apparemment fantaisistes soulève une question précise. Pourquoi des auteurs construisant une fiction auraient-ils choisi d'ancrer leurs récits dans des localités géographiquement identifiables et archéologiquement vérifiables? Cette question n'implique pas que l'ensemble de la liste royale soit un document historique fiable. Elle suggère plutôt que le document est composite. Il combine des éléments de mémoire géographique et institutionnelle réels avec des structures numériques et narratives dont la fonction était autre que la simple consignation des faits. Cette dualité est précisément ce qui rend le texte difficile à classer et, par conséquent, difficile à écarter. La version la plus complète de la liste royale connue à ce jour est la tablette Weld Blundell, datée d'environ 1800 avant notre ère. Elle n'est pas la seule. Des fragments de liste royale ont été retrouvés sur plusieurs autres tablettes et leurs variantes révèlent que le texte n'était pas figé. Différentes copies présentent des variations dans les noms des rois, dans les durées de règne et dans l'ordre de certaines dynasties. Ces variations indiquent que la liste royale était un document vivant, recopié, adapté et peut-être interprété différemment selon les époques et les centres scribes. Cette fluidité ne l'invalide pas comme source, mais elle impose une méthode d'analyse qui distingue le noyau stable du texte de ses variations secondaires. C'est dans ce noyau que se trouvent les questions les plus difficiles à résoudre. Eridu occupe une place singulière dans le corpus sumérien. Elle est systématiquement désignée comme la première ville, le premier lieu où la royauté descendit du ciel, le premier centre d'une civilisation organisée. Cette désignation n'est pas anecdotique. Dans la cosmologie sumérienne, Eridu n'était pas simplement une ville ancienne parmi d'autres. Elle était le point d'origine, le lieu où l'ordre humain avait été instauré pour la première fois sous l'égide d'Enki, le dieu de la sagesse, des eaux souterraines et de la connaissance. Le temple d'Enki à Eridu, l'Abzu, était considéré comme le centre spirituel de la civilisation mésopotamienne bien avant que Babylone ou Ninive n'atteignent leur apogée. Les fouilles archéologiques menées à Eridu, principalement par les équipes irakiennes dirigées par Fouad Safar et Seton Lloyd entre 1946 et 1949, ont confirmé une antiquité remarquable. Sous les niveaux correspondant à la période d'Obeid, datée d'environ 5000 à 4000 avant notre ère, les archéologues ont mis au jour 18 couches de temples superposées. La couche la plus profonde, appelée niveau 18, contenait les restes d'une structure cultuelle dont la datation au radiocarbone suggère une occupation remontant à au moins 5400 avant notre ère. Il s'agit de l'une des constructions religieuses les plus anciennes jamais identifiées, en Mésopotamie. Ce temple primitif était de dimension modeste, mais sa position stratigraphique, directement sous 17 couches de reconstruction successives, indique une continuité cultuelle ininterrompue sur plusieurs millénaires. Ce constat archéologique ne résout pas la question posée par les textes sumériens, mais il la complique significativement. Si Eridu était déjà un centre religieux important au milieu du 6e millénaire avant notre ère, cela signifie que la tradition qui en faisait l'origine de la civilisation ne s'inventait pas entièrement. Elle s'appuyait sur une réalité géographique et cultuelle vérifiable. La question devient alors, jusqu'où remonte cette réalité ? Les 18 couches de temples identifiées par les fouilles représentent la limite de ce que les méthodes archéologiques actuelles ont pu atteindre sur ce site. Mais plusieurs géologues spécialisés dans l'étude des sédiments mésopotamiens ont suggéré que des niveaux plus anciens pourraient exister sous la nappe phréatique actuelle, inaccessibles aux méthodes de fouilles conventionnelles.
La géographie d'Eridu est elle-même un élément analytique. Le site se trouve aujourd'hui dans le désert irakien, à environ 25 km au sud-ouest de Nasiriyah, dans une région aride et inhospitalière. Mais les études paléo-environnementales indiquent qu'il y a 6 à 8 000 ans, cette région était radicalement différente. La ligne de côte du golfe Persique remontait alors beaucoup plus loin vers le nord, et Eridu se trouvait probablement à proximité d'un environnement lagunaire fertile, où la rencontre des eaux douces et des eaux salées créait des conditions propices à la pêche, à l'agriculture irriguée et au commerce fluvial. Cette reconstitution paléogéographique correspond précisément à la description mythologique d'Eridu comme lieu de l'Abzu, les eaux souterraines primordiales, et point de confluence entre le monde céleste et le monde aquatique. Cette correspondance entre la géographie mythologique et les données paléo-environnementales a conduit plusieurs chercheurs à proposer que les descriptions sumériennes d'Eridu comme premier lieu civilisé ne relèvent pas uniquement de la cosmologie. Elles pourraient encoder une mémoire géographique réelle d'un environnement disparu, submergé par la montée des eaux du golfe Persique à la fin de la dernière période glaciaire. Cette hypothèse est cohérente avec les travaux de Jeffrey Ross, archéologue à l'université de Birmingham, qui a consacré plusieurs études à la question du golfe Persique comme bassin de population humaine pendant la période glaciaire. Selon ses analyses, la plaine aujourd'hui submergée du golfe Persique aurait pu abriter une population dense et sédentarisée pendant des millénaires, avant d'être progressivement inondée entre 8000 et 6000 avant notre ère. Si cette reconstitution est exacte, elle place Eridu dans un contexte radicalement différent de celui que supposent les interprétations conventionnelles. La ville ne serait pas seulement une des premières agglomérations connues de Mésopotamie, elle serait l'une des dernières survivantes d'un monde antérieur établi sur les hauteurs à mesure que les eaux montaient, et porteuse d'une mémoire institutionnelle et culturelle d'une civilisation plus ancienne dont les traces physiques sont aujourd'hui sous plusieurs dizaines de mètres d'eau. Cette lecture n'est pas universellement acceptée et elle repose sur des données encore partielles. Mais elle offre un cadre interprétatif qui permet de réconcilier la désignation mythologique d'Eridu comme origine avec sa réalité archéologique comme site ancien mais non primordial. Les objets retrouvés à Eridu apportent un élément supplémentaire au débat. Parmi les découvertes des fouilles des années 1940, les archéologues ont mis au jour une quantité importante de restes de poissons dans les couches les plus profondes du temple. Cette présence systématique de restes ichthyologiques dans un contexte cultuel est cohérente avec le rôle d'Enki comme divinité des eaux et avec les rites décrits dans les textes sumériens qui associaient le temple d'Eridu à des offrandes aquatiques. Mais elle soulève aussi une question pratique. Comment des populations vivant dans une région aujourd'hui désertique, à 25 km du golfe Persique actuel, avaient-elles un accès aussi régulier à du poisson frais pour en faire un élément central de leur pratique religieuse? La réponse la plus simple est que la ligne de côte était alors beaucoup plus proche, ce qui confirme les reconstructions paléogéographiques mentionnées précédemment. Un autre aspect des fouilles d'Eridu mérite attention. Les 18 couches de temples superposées ne représentent pas 18 reconstructions aléatoires. Chaque temple fut construit directement sur les ruines du précédent, en conservant l'orientation et le plan général de la structure antérieure. Cette continuité architecturale sur plusieurs millénaires implique une transmission institutionnelle exceptionnellement stable. Les constructeurs de chaque nouveau temple connaissaient l'emplacement, l'orientation et la forme des structures précédentes et choisissaient délibérément de les reproduire. Ce niveau de continuité institutionnelle suggère l'existence d'une classe spécialisée de gardiens du savoir architectural et rituel, dont la fonction était précisément de préserver et de transmettre les formes originelles. L'existence de tels gardiens du savoir est précisément ce que certains textes sumériens décrivent sous le nom d'Apkallu, un sujet qui sera examiné en détail dans une section ultérieure. Le nom de Ziusudra apparaît dans plusieurs textes sumériens comme celui du dernier roi avant le déluge, le seul survivant d'une catastrophe qui anéantit l'humanité connue. Il est la figure centrale d'un récit dont nous ne possédons qu'un fragment. La tablette de Nippur
daté d'environ 1600 avant notre ère, mais considéré comme la copie d'un texte beaucoup plus ancien. Dans ce fragment, Ziusudra reçoit un avertissement divin concernant une inondation imminente de proportions catastrophiques, construit une embarcation pour survivre, et est finalement élevé au rang d'être immortel par les dieux, qui lui accordent une vie éternelle dans le pays de Dilmun. Cette structure narrative a été immédiatement reconnue par les chercheurs du XIXe siècle comme analogue au récit biblique de Noé, mais aussi à l'épopée de Gilgamesh, dans laquelle le personnage d'Utnapishtim joue un rôle fonctionnellement identique. La multiplicité de ces parallèles soulève une question historiographique précise. 3 traditions distinctes, sumérienne, akkadienne et hébraïque, présentent des récits de déluge dont la structure narrative, les éléments clés et la résolution sont suffisamment similaires pour exclure la coïncidence comme explication. 2 hypothèses principales ont été avancées. La première, et la plus largement acceptée, est celle de la diffusion culturelle. Les Hébreux auraient emprunté le motif du déluge à la tradition mésopotamienne lors de leur contact avec les civilisations de Babylone et d'Assyrie, notamment pendant la période de l'exil babylonien au VIe siècle avant notre ère. La seconde hypothèse est que ces 3 traditions conservent indépendamment la mémoire d'un même événement réel dont la magnitude fut suffisante pour marquer durablement les populations qui en furent témoins ou qui transmirent le souvenir de leurs ancêtres. Ces 2 hypothèses ne s'excluent pas mutuellement. Il est possible que la diffusion culturelle ait joué un rôle dans la transmission de certains éléments narratifs, tout en s'appuyant sur un substrat mémoriel commun lié à un événement géophysique réel. La question est de déterminer lesquels des éléments présents dans ces récits reflètent une réalité événementielle et lesquels résultent d'une élaboration narrative ultérieure. Plusieurs chercheurs ont tenté cette décomposition analytique. L'un des travaux les plus cités est celui de William Ryan et Walter Pittman, 2 géologues de l'Université Columbia, qui publièrent en 1997 leur hypothèse sur l'inondation de la mer Noire. Selon leurs données sédimentologiques, le bassin de la mer Noire était un lac d'eau douce jusqu'à environ 5600 avant notre ère. À cette date, la montée du niveau de la Méditerranée aurait provoqué une rupture dans la digue naturelle du Bosphore, inondant le bassin lacustre avec une brutalité et une rapidité extraordinaires. L'eau salée méditerranéenne aurait recouvert une superficie d'environ 150 000 km² en un temps relativement court, déplaçant les populations qui vivaient sur les rives fertiles de ce lac. Ryan et Pittman proposèrent que cet événement fut à l'origine des récits de déluge mésopotamiens, transmis par les populations réfugiées vers les plaines de Mésopotamie. Cette hypothèse fut accueillie avec intérêt mais aussi avec scepticisme. Les contre-arguments portèrent principalement sur la vitesse de l'inondation. Des études ultérieures suggérèrent que le processus fut plus graduel que Ryan et Pittman ne le supposaient, et sur la distance géographique entre la mer Noire et la Mésopotamie, qui rend la transmission directe de la mémoire événementielle moins évidente. Mais l'hypothèse maintint l'attention des chercheurs sur un fait fondamental, la fin de la dernière période glaciaire, entre 10 000 et 5 000 avant notre ère, fut caractérisée par des inondations côtières massives à l'échelle mondiale, liées à la fonte des calottes glaciaires et à la montée du niveau des océans. Ces inondations ne furent pas des événements uniformes et lents. Elles se produisirent par épisodes, avec des accélérations brutales qui purent effectivement constituer des catastrophes locales ou régionales de grande ampleur. Le récit de Ziusudra contient plusieurs détails qui résistent à une lecture purement allégorique. L'avertissement préalable transmis par un dieu, Enki dans la version sumérienne, implique une forme de savoir avancé sur l'événement imminent. La construction d'une embarcation spécifiquement conçue pour survivre à l'inondation implique une préparation technique. La mention d'animaux embarqués correspond à une logique de préservation des ressources biologiques nécessaires à la reconstruction d'une société agricole et pastorale. Ces éléments fonctionnels, distincts des éléments cosmologiques du récit, suggèrent que le noyau narratif décrit une réponse organisée à une catastrophe réelle plutôt qu'une simple métaphore du chaos primordial. La destination finale de Ziusudra est elle-même analytiquement intéressante.
Le texte le place à Dilmun, généralement identifié à l'île de Bahreïn ou à la péninsule du Qatar. Cette localisation géographique précise dans une région adjacente au golfe Persique est cohérente avec la géographie d'une catastrophe liée à l'inondation de ce bassin. Elle ne constitue pas une preuve, mais elle s'inscrit dans un ensemble de détails géographiques concrets qui distinguent ce récit des mythologies de création purement symbolique. Le parallèle avec Utnapishtim dans l'épopée de Gilgamesh apporte une couche supplémentaire d'informations. Dans cette version, plus tardive et plus élaborée, le survivant du déluge fournit à Gilgamesh un récit détaillé de l'événement, la durée de la pluie, les dimensions de l'embarcation, la séquence d'envoi des oiseaux pour tester la présence de terres émergées. Ces détails techniques ont été analysés par plusieurs chercheurs comme des indicateurs d'une tradition orale très ancienne dans laquelle la précision narrative servait de mécanisme de mémorisation. Les traditions orales de haute précision, étudiées dans des contextes contemporains par des anthropologues comme John Miles Foley, tendant à préserver les détails fonctionnels des événements originels, même lorsque les éléments cosmologiques évoluent au fil des recompositions. Ce constat invite à une réévaluation de la méthode d'analyse appliquée aux récits de déluge mésopotamiens. Plutôt que de les traiter comme un bloc indissociable, soit entièrement mythologique, soit entièrement historique, il est analytiquement plus rigoureux de les décomposer en couches, un noyau événementiel potentiel, une structure narrative de transmission et une élaboration cosmologique ultérieure. Cette décomposition ne peut pas, à elle seule, déterminer si Ziusudra fut une personne réelle ou une figure symbolique, mais elle permet d'identifier les éléments du récit qui méritent d'être mis en relation avec les données géologiques et archéologiques, plutôt que d'être écartés en bloc comme relevant de la fiction. En 1929, Léonard Woolley, lent en train de fouiller le site royal d'Ur, fit une découverte qui allait polariser le débat sur le déluge mésopotamien pendant des décennies. Sous les niveaux historiques de la ville, son équipe mit au jour une couche d'alluvions stériles. Du limon pur, sans aucun artefact humain, d'une épaisseur comprise entre 2 et 3 mètres. Sous cette couche, les fouilles révélèrent des objets appartenant à une culture antérieure, distincte de celle trouvée au-dessus. Woolley interpréta immédiatement cette strate comme la trace physique du déluge biblique et sumérien. Sa conclusion fut largement relayée dans la presse internationale et alimenta pendant plusieurs années l'idée que l'archéologie venait de confirmer les récits de l'Ancien Testament. L'enthousiasme de Woolley fut rapidement tempéré par ses propres collègues. Des stratigraphes et des géologues analysèrent la couche d'alluvions de Ur et constatèrent qu'elle correspondait à une inondation locale, probablement liée aux crues de l'Euphrate, et non à un événement de portée mondiale ou même régionale. D'autres sites mésopotamiens, fouillés dans les années suivantes, révélèrent également des couches d'alluvions stériles. Mais ces couches ne correspondaient pas chronologiquement entre elles. À Kish, la couche diluvienne était datée d'une période différente de celle d'Ur. À Chouroupak, une autre couche encore. Ces décalages chronologiques entre sites différents indiquèrent aux géologues que chaque dépôt alluvial résultait d'une inondation locale distincte, et non d'un seul événement catastrophique synchrone. Cette démonstration stratigraphique fut interprétée comme une réfutation définitive de l'historicité du déluge sumérien. Mais cette lecture est elle-même trop rapide. Elle suppose que le déluge décrit dans les textes sumériens devait nécessairement laisser une couche alluviale uniforme sur l'ensemble de la Mésopotamie, ce qui n'est pas la seule forme que peut prendre une catastrophe hydraulique de grande ampleur. Une montée progressive mais massive du niveau du golfe Persique, par exemple, n'aurait pas déposé une couche de limon uniforme sur toute la plaine mésopotamienne. Elle aurait submergé les zones côtières basses, repoussé progressivement les populations vers le nord, et laisser des traces géologiques distribuées selon la topographie locale plutôt que selon une strate horizontale uniforme. Les recherches paléoclimatiques des dernières décennies ont considérablement enrichi le tableau. Les carottes sédimentaires prélevées dans le fond du golfe Persique révèlent une histoire hydrologique complexe. Pendant le dernier maximum glaciaire, il y a environ 20 000 ans, le niveau des océans était inférieur d'environ 120 mètres au niveau actuel, et le golfe Persique était entièrement à sec, une vaste plaine fluviale irriguée par le Tigre, l'Euphrate
le Karun et d'autres cours d'eau. La remontée post-glaciaire du niveau des mers provoqua l'inondation progressive de cette plaine, un processus qui débuta vers 14 000 avant notre ère et s'accéléra lors de plusieurs épisodes de fonte glaciaire rapide. Les données sédimentaires indiquent que l'un de ces épisodes, autour de 6 000 avant notre ère, fut particulièrement brutal, avec une montée du niveau marin de l'ordre de plusieurs mètres en quelques siècles. C'est dans ce contexte paléoclimatique que les travaux de Jeffrey Rose sur le Gulf Oasis prennent leur signification. Ces analyses des sédiments et des outils lithiques retrouvés sur le plateau continental du golfe Persique indiquent qu'une population humaine substantielle vivait dans cette plaine fertile pendant plusieurs millénaires avant son inondation. La submersion de cette zone aurait constitué, pour ces populations, une catastrophe existentielle, la disparition sous les eaux de ce qui était leur monde. Les réfugiés de cette catastrophe auraient migré vers les zones accessibles de la Mésopotamie méridionale, apportant avec eux leur mémoire culturelle, leurs techniques et leurs récits. Cette hypothèse permet de réconcilier plusieurs données apparemment contradictoires. Elle explique pourquoi les niveaux les plus anciens de sites comme Eridu et Ur révèlent des populations déjà techniquement compétentes et culturellement structurées, sans qu'on puisse tracer une évolution locale graduelle correspondante. Elle explique pourquoi les textes sumériens situent l'origine de la civilisation dans un temps et un lieu que l'archéologie ne peut pas atteindre directement. Et elle offre un cadre dans lequel le récit du déluge n'est pas une métaphore cosmologique, mais la mémoire d'un événement réel, transmise sur plusieurs millénaires avant d'être finalement inscrite sur des tablettes d'argile. Les données génétiques des populations mésopotamiennes commencent à apporter un éclairage complémentaire sur cette question. Des études récentes portant sur l'ADN ancien prélevé sur des squelettes de sites néolithiques et chalcolithiques de Mésopotamie ont révélé des changements de composition génétique qui correspondent chronologiquement aux périodes de migration supposées. Ces résultats ne permettent pas encore de confirmer directement une migration depuis le golfe Persique submergé, en partie parce que les sites sous-marins potentiels sont encore largement inexplorés. Mais ils indiquent que la Mésopotamie méridionale connut des apports de populations extérieures à une époque cohérente avec la chronologie de la submersion. Un autre élément stratigraphique mérite d'être examiné indépendamment de la question du déluge proprement dit. Plusieurs sites mésopotamiens présentent des niveaux d'abandon brusques suivis de réoccupation par des cultures matériellement différentes. Ces discontinuités stratigraphiques ne correspondent pas nécessairement à des inondations. Elles peuvent résulter de déplacements de populations liés à des changements climatiques, à des conflits ou à d'autres facteurs. Mais leur existence confirme que l'histoire des populations de Mésopotamie méridionale ne fut pas un développement linéaire et continu. Elle fut ponctuée de ruptures dont les causes restent dans certains cas non élucidées. La question que pose la stratigraphie mésopotamienne n'est donc pas simplement celle de savoir si un déluge particulier eut lieu à une date particulière. Elle est plus large. Dans quelle mesure la géologie du Moyen-Orient entre 10 000 et 5 000 avant notre ère fut-elle caractérisée par des perturbations hydrauliques suffisamment significatives pour laisser une empreinte durable dans la mémoire collective des populations qui les vécurent? Les données disponibles suggèrent que la réponse à cette question est affirmative, même si les détails de la chronologie et de la géographie exacte de ces perturbations restent à préciser. Cette précision est l'objet d'un programme de recherche en cours qui combine archéologie sous-marine, paléoclimatologie et analyse sédimentaire, et dont les résultats des prochaines années pourraient modifier substantiellement le cadre interprétatif actuel. Le terme Anunnaki apparaît dans les textes sumériens et akkadiens avec une fréquence et une régularité qui en font l'une des notions les plus centrales de la religion mésopotamienne. Dans son sens le plus général, il désigne un groupe de divinités majeures dont l'autorité s'étend sur l'ensemble du cosmos, les cieux, la terre et le monde souterrain. Les textes les décrivent comme les enfants d'An, le dieu du ciel, et comme les détenteurs de la décision divine, le destin des hommes et des nations est entre leurs mains. Cette définition théologique est celle qui figure dans la grande majorité des travaux académiques sur la religion mésopotamienne, et elle est
cohérente avec le rôle que jouent les Anunnaki dans les hymnes, les rituels et les lamentations. Mais plusieurs textes utilisent le terme Anunnaki dans des contextes qui ne correspondent pas naturellement à cette définition purement théologique. Dans certains passages de l'épopée d'Atra-Assis, l'une des versions les plus anciennes du récit de déluge, datée du début du 2e millénaire avant notre ère, les Anunnaki apparaissent non pas comme des divinités omniscientes et éthérées, mais comme des entités qui travaillent, qui se plaignent de leur labeur, qui organisent des grèves et qui délèguent certaines tâches à des êtres créés spécifiquement pour les remplacer. Le passage le plus commenté décrit les Anunnaki mineurs appelés Igigi creusant des canaux et effectuant des travaux agricoles, jusqu'à ce qu'ils se révoltent contre ce fardeau. En réponse, les Anunnaki supérieurs décident de créer l'être humain pour assurer ces tâches à leur place. Cette structure narrative a été interprétée de manière radicalement différente selon les chercheurs. Pour les assyriologues conventionnels, elle reflète une cosmologie dans laquelle le travail humain est conçu comme un service rendu aux dieux, une conception répandue dans les religions du Proche-Orient ancien. Cette lecture est cohérente et ne nécessite pas d'hypothèses supplémentaires. Mais pour d'autres chercheurs, le niveau de détail pratique et organisationnel de ces passages, les types de travaux décrits, la structure hiérarchique des entités impliquées, la logique de substitution de la main-d'œuvre, suggèrent que ces textes encodent une réalité sociale et économique concrète, décrite dans le langage mythologique disponible à leurs auteurs. Zecharia Sitchin, auteur prolifique dont les travaux ont été largement diffusés dans les cercles non académiques depuis les années 1970, développa une interprétation radicale de ces textes. Selon lui, les Anunnaki n'étaient pas des divinités, mais des êtres extraterrestres venus sur Terre pour exploiter ces ressources qui avaient créé l'être humain par manipulation génétique pour servir de main-d'œuvre. Cette lecture, fondée sur une traduction et une interprétation très sélective des textes sumériens, a été systématiquement rejetée par les assyriologues professionnels qui ont documenté de nombreuses erreurs de traduction et d'interprétation dans les travaux de Sitchin. Son approche est mentionnée ici non pas parce qu'elle est validée par les données textuelles, mais parce qu'elle illustre comment le même corpus de textes peut générer des lectures radicalement divergentes, et parce que certaines des questions qu'elle soulève, même si ses réponses sont déficientes, pointent vers des anomalies textuelles réelles. Ces anomalies méritent d'être examinées indépendamment de l'interprétation de Sitchin. Dans plusieurs hymnes dédiés au grand temple sumérien, les Anunnaki sont décrits comme des entités qui établissent les plans de la ville, qui fixent les fondations selon des mesures précises et qui déterminent les destinées en assemblées délibératives. Ces descriptions fonctionnelles, planification, mensuration, délibération collective, contrastent avec le rôle purement transcendant généralement attribué aux divinités dans les religions polythéistes antiques. Elles évoquent davantage des fonctions administratives et techniques que des attributs divins. Cette observation a conduit des chercheurs comme le sémitiste Giovanni Pettinato et l'historien des religions Giovanni Garbani à proposer que le terme Anunnaki désignait originellement une classe d'administrateurs ou de spécialistes dont les fonctions furent ultérieurement divinisées dans la tradition religieuse. Cette hypothèse de la divinisation rétrospective n'est pas sans précédent dans l'histoire des religions. L'évémérisme, la théorie selon laquelle les dieux des religions antiques étaient à l'origine des êtres humains remarquables dont le souvenir avait été progressivement transformé en figure divine, est une approche interprétative ancienne formulée dès l'Antiquité grecque par Évémère de Mécène. Son application aux Anunnaki sumériens n'implique pas nécessairement leur réduction à de simples humains divinisés. Elle suggère plutôt que le processus de transmission sur plusieurs millénaires peut avoir transformé la représentation de figures historiques ou institutionnelles en entités cosmologiques, perdant ainsi les détails concrets de leur nature originelle au profit d'une signification symbolique et religieuse. Un élément textuel particulièrement intéressant est la description des Anunnaki comme détenteurs des tablettes du destin, les Dubsarmach. Ces tablettes sont présentées dans plusieurs textes comme des objets physiques, susceptibles d'être volés, perdus ou récupérés. Dans le mythe de Zu,
Un oiseau-dieu s'empare des tablettes du destin pour s'approprier le pouvoir qu'elles confèrent. Dans d'autres textes, leur possession est décrite comme la source du pouvoir légitime sur le cosmos. Cette représentation d'un support physique de la connaissance et de l'autorité des tablettes, dans le contexte d'une civilisation qui précisément inscrivait son savoir sur des tablettes d'argile, est analytiquement suggestive. Elle peut refléter une métaphore cosmologique dans laquelle les tablettes célestes sont une projection du système d'écriture terrestre. Mais elle peut aussi encoder une tradition beaucoup plus ancienne dans laquelle des archives physiques du savoir pré-civilisationnel jouaient un rôle central dans la légitimation du pouvoir. La question de la nature des Anunnaki reste ouverte. L'interprétation théologique conventionnelle est cohérente avec l'ensemble du corpus religieux mésopotamien. L'hypothèse de la divinisation rétrospective d'entités originellement humaines ou institutionnelles est cohérente avec certains passages qui résistent à la lecture purement théologique. Ces deux approches ne sont pas mutuellement exclusives, et il est probable que le terme Anunnaki recouvrait des réalités différentes selon les époques et les contextes. Ce qui est certain, c'est que la façon dont ces entités sont décrites dans les textes les plus anciens, leur organisation hiérarchique, leurs fonctions pratiques, leur rôle dans la transmission du savoir, soulèvent des questions sur la nature de la société qu'elles sont censées représenter ou avoir organisée. Le problème de la transmission du savoir à travers une catastrophe civilisationnelle est l'une des questions les plus persistantes de l'histoire des idées. Dans presque toutes les cultures qui ont développé une tradition relative au déluge, une partie centrale du récit concerne non seulement la survie physique de quelques individus, mais aussi la préservation du savoir accumulé par la civilisation antérieure. Cette préoccupation pour la sauvegarde intellectuelle n'est pas un détail secondaire. Elle est souvent présentée comme la raison même pour laquelle certains individus sont choisis pour survivre. Ziusudra, dans les textes sumériens, n'est pas simplement un survivant aléatoire. Il est décrit comme un roi pieux et sage en possession d'une connaissance que les dieux jugent digne d'être préservée. Les textes akkadiens développent cette thématique avec une précision qui dépasse le simple cadre mythologique. L'un des exemples les plus significatifs est le texte connu sous le nom de Ba'at Messeri, ou Maison des détenus, une série de textes magiques et rituels qui contient une liste des 7 sages préhistoriques et de leur rôle dans la transmission du savoir aux humains. Ces sages, les Apkallu, sont décrits comme ayant apporté à l'humanité les arts de la civilisation, l'écriture, l'arithmétique, la métallurgie, la médecine, la divination et l'architecture. Ils auraient exercé ce rôle avant le déluge et leur savoir aurait été partiellement préservé et retransmis après la catastrophe par leurs successeurs humains. La liste des Apkallu dans le Ba'at Messeri est accompagnée d'une liste correspondante de rois, chaque sage étant associé à un souverain dont il était le conseiller ou le tuteur. Cette structure de père sage-roi est remarquablement cohérente avec la liste royale sumérienne, qui situe plusieurs des mêmes rois dans la période préhistorique. La correspondance entre ces deux sources indépendantes suggère qu'elles puisent dans un corpus commun de traditions relatives à la période prédiluvienne, un corpus qui présentait la transmission du savoir comme une fonction institutionnelle organisée et non comme un phénomène spontané. Un texte akkadien particulièrement instructif est la tablette dite de Berossus, ou plutôt les fragments qui nous restent de l'ouvrage de Béroz, prêtre babylonien du IIIe siècle avant notre ère, qui écrivit en grec une histoire de Babylone intitulée Babyloniaca. Béroz décrivit comment, avant le déluge, un être appelé Oan sortit de la mer et enseigna aux humains toutes les connaissances nécessaires à la civilisation. Il est décrit comme ayant un corps de poisson mais une tête et des membres humains. Une description qui a généré d'innombrables interprétations, depuis les lectures symboliques jusqu'aux hypothèses les plus spéculatives. Ce qui est analytiquement pertinent n'est pas la forme d'Oan, mais sa fonction. Il est explicitement un transmetteur de savoir, et son enseignement est décrit comme exhaustif et fondateur. Après lui, rien d'essentiel ne fut ajouté à la connaissance humaine. Cette affirmation d'une transmission originelle complète est un thème récurrent dans les traditions mésopotamiennes relatives au savoir. Les textes techniques sumériens, mathématiques, astronomiques, médicaux,
ne se présentent généralement pas comme des innovations progressives, mais comme la révélation ou la redécouverte d'un savoir préexistant. Les catalogues de tablettes cunéiformes retrouvés dans les grandes bibliothèques mésopotamiennes, comme celle de Ninive, incluent des textes ksipt qui se décrivent eux-mêmes comme des copies de tablettes d'avant le déluge, dont les originaux étaient attribués aux Apkallu ou à des scribes divins. Cette auto-attribution à une source préhistorique est généralement interprétée comme une stratégie de légitimation rhétorique, affirmer l'ancienneté d'un texte pour renforcer son autorité. Mais elle peut aussi refléter une tradition réelle dans laquelle certains textes étaient effectivement perçus comme issus d'une transmission interrompue par le déluge et laborieusement reconstituée. Le problème central de cette tradition est la question de la plausibilité de la transmission elle-même. Si une civilisation fut effectivement détruite ou gravement perturbée par une catastrophe hydraulique majeure, comment son savoir aurait-il pu survivre ? Plusieurs mécanismes ont été identifiés dans les études anthropologiques sur la transmission culturelle en situation de crise. La tradition orale, sous sa forme la plus structurée, peut maintenir un volume considérable d'informations sur de nombreuses générations. Les études sur les traditions orales de peuples australiens et polynésiens ont montré que des événements géologiques survenus il y a plusieurs milliers d'années, éruptions volcaniques, changements de ligne de côte, peuvent être préservés avec une précision remarquable dans des récits transmis oralement. Ces exemples ne prouvent pas que les traditions sumériennes préservent une mémoire aussi ancienne, mais ils établissent que la transmission orale sur de longues durées n'est pas biologiquement ou culturellement impossible. Un deuxième mécanisme de transmission est celui de l'archive physique délibérée. Plusieurs textes mésopotamiens décrivent la pratique consistant à enterrer des tablettes ou des inscriptions dans les fondations des temples pour les préserver des destructions futures. Cette pratique est attestée archéologiquement. Des dépôts de fondations contenant des tablettes inscrites ont été retrouvés sous plusieurs édifices mésopotamiens. L'idée de créer une archive destinée à traverser une catastrophe prévisible est donc une pratique documentée dans la civilisation sumérienne et akkadienne. Elle n'est pas seulement un motif narratif, c'est une stratégie institutionnelle réelle qui témoigne d'une conscience aiguë de la fragilité de la civilisation et de la nécessité de protéger le savoir contre l'effacement. Un troisième mécanisme, plus spéculatif mais non sans intérêt analytique, est celui de la transmission architecturale. Si certains édifices étaient conçus de manière à encoder dans leur structure même des informations astronomiques, mathématiques ou géographiques, alors leur reconstruction fidèle, comme le montrent les 18 couches du temple d'Éridu, constituait en elle-même un acte de transmission du savoir. Cette hypothèse, développée notamment par des chercheurs comme John Anthony West et Robert Bauval dans le contexte égyptien, reste controversée dans son application mésopotamienne, mais elle est cohérente avec la description des Apkallu comme architectes aussi bien que sages. Ce qui ressort de l'ensemble de ces traditions akkadiennes sur la transmission du savoir, c'est un tableau cohérent d'une civilisation profondément préoccupée par la question de la continuité intellectuelle à travers la catastrophe. Cette préoccupation n'est pas en elle-même une preuve de l'existence d'une civilisation préhistorique avancée, mais elle indique que les auteurs de ces textes avaient conscience d'une rupture majeure dans l'histoire de leur civilisation, une rupture à partir de laquelle quelque chose d'important avait été perdu et n'avait été que partiellement récupéré. C'est cette conscience d'une perte que les textes essaient de compenser, en affirmant que le savoir essentiel fut préservé, transmis et inscrit pour ne jamais être à nouveau effacé. Dans le corpus mésopotamien, les Apkallu occupent une position intermédiaire entre les dieux et les hommes. Ils ne sont ni entièrement divins, ni entièrement humains, et cette ambiguïté ontologique est précisément ce qui rend leur analyse complexe. Les textes les décrivent comme des êtres créés par Enki, le dieu de la sagesse, pour apporter aux humains les fondements de la civilisation. Leur nom sumérien, Abgallu, signifie approximativement « grand homme des eaux » ou « sage des eaux profondes », une étymologie qui les associe directement au domaine d'Enki et à l'Abzu, le réservoir des eaux souterraines primordiales qui se trouvait, selon la cosmologie sumérienne, sous le temple d'Éridu. La liste canonique comprend 7 Apkallu, chacun associé à l'un des rois préhistoriques de la liste royale.
Leurs noms sont mentionnés dans plusieurs textes, dont le Bat Messeri déjà évoqué, mais aussi dans des textes d'exorcisme et des rituels de purification qui les invoquent comme gardiens du savoir légitime. Cette présence dans le contexte rituel est significative. Elle indique que les Apkallu n'étaient pas simplement des figures narratives du passé légendaire, mais des entités dont l'autorité était activement invoquée dans les pratiques religieuses contemporaines des scribes qui rédigeaient ces textes. La description physique des Apkallu dans les représentations artistiques mésopotamiennes est l'un des éléments les plus discutés. Sur de nombreux reliefs et sceaux cylindriques, ils apparaissent comme des figures humaines portant une robe à écailles de poisson, tenant dans une main un seau et dans l'autre une pomme de pin. Dans d'autres représentations, ils ont une tête de poisson au-dessus d'une tête humaine. Ces représentations hybrides ont été interprétées de diverses manières. L'interprétation dominante les considère comme des représentations symboliques de leur nature liminale, à la frontière entre le monde aquatique, domaine de la sagesse divine, et le monde terrestre. Une lecture alternative propose que ces représentations décrivent littéralement des êtres revêtus de combinaisons ou de costumes à fonction pratique, une lecture que les archéologues conventionnels rejettent, mais que certains chercheurs indépendants ont développée en lien avec l'iconographie de Ohans décrite par Berroz. Ce qui est moins contesté est la fonction attribuée aux Apkallu dans les textes. Ils sont systématiquement décrits comme des transmetteurs de la ME, terme sumérien généralement traduit par Trid, attribut de la civilisation ou les graphantiaments, art divin. Les ME incluent des éléments aussi divers que la royauté, la prêtrise, les instruments de musique, les armes, l'écriture, le droit, la descente aux enfers et la montée aux cieux. Cette liste hétéroclite a été analysée comme un catalogue des institutions et des compétences fondamentales d'une société civilisée. L'attribution de ces éléments aux Apkallu comme à leurs transmetteurs originels implique que, dans la tradition sumérienne, les fondements de la civilisation n'avaient pas été développés graduellement par les humains, mais avaient été transmis d'un bloc par des entités extérieures à l'humanité ordinaire. Cette vision d'une civilisation fondée sur un transfert de savoir plutôt que sur un développement endogène est analytiquement remarquable. Elle contraste nettement avec les modèles évolutifs modernes qui expliquent l'émergence des civilisations comme le résultat de processus graduels d'innovation et d'adaptation. Elle peut refléter une idéologie religieuse qui attribue aux dieux l'origine de tout ce qui est précieux dans la société humaine. Mais elle peut aussi refléter une mémoire culturelle d'un transfert réel de compétences depuis une source extérieure, une population dotée d'un niveau technique supérieur qui entra en contact avec des communautés moins développées et leur transmit une partie de son savoir. Les UMMA, les maîtres scribes des grandes écoles sumériennes appelées Eduba, se présentaient eux-mêmes comme les héritiers directs de la tradition des Apkallu. Dans plusieurs textes scolaires, la lignée du savoir légitime est tracée depuis les Apkallu préhistoriques jusqu'aux scribes contemporains, en passant par une série de maîtres successifs. Cette généalogie intellectuelle n'est pas sans parallèle dans d'autres traditions. Les chaînes de transmission du savoir dans les traditions indiennes et grecques anciennes suivent une logique similaire. Ce qui est spécifique à la tradition mésopotamienne, c'est l'ancrage de cette généalogie dans un événement catastrophique, le déluge, qui est présenté comme une interruption de la transmission, nécessitant un effort délibéré de reconstruction. Après le déluge, selon les textes, 4 Apkallu supplémentaires apparaissent, mais ils sont décrits différemment des 7 originaux. Ils sont qualifiés d'Apkallu de l'intérieur de la mer ou semblables à un Apkallu, formulation qui suggère qu'ils ne sont pas des Apkallu authentiques mais des êtres qui imitent ou prolongent leurs fonctions. Cette distinction entre les 7 Apkallu originels, prédiluviens, et leurs successeurs post-diluviens est interprétée par certains chercheurs comme le reflet d'une conscience de la dégradation de la transmission. Les êtres qui reconstituent le savoir après la catastrophe ont accès à une version incomplète ou altérée de ce qui existait avant. Cette notion d'une connaissance dégradée par la catastrophe est cohérente avec plusieurs autres éléments du corpus mésopotamien.
Les textes médicaux et astronomiques babyloniens contiennent parfois des passages qui se présentent comme des fragments d'un savoir plus vaste, partiellement perdu. Les textes mathématiques sumériens montrent un niveau de sophistication qui paraît difficile à expliquer comme le résultat d'un développement linéaire sur la base des données archéologiques disponibles. Ces observations ne constituent pas des preuves d'une civilisation avancée préhistorique, dont le savoir aurait été partiellement transmis aux Sumériens. Mais elles indiquent une cohérence interne dans la tradition mésopotamienne relative à la transmission du savoir à travers la catastrophe, une cohérence qui mérite d'être analysée comme un ensemble plutôt que de voir ses composantes traitées isolément. La question ultime posée par les Apkallu est celle de leur statut épistémique dans la tradition qui les a créés. Étaient-ils perçus comme des figures mythologiques, dans le sens où nous donnons à ce terme aujourd'hui des êtres fictifs à valeur symbolique, ou étaient-ils perçus comme des êtres qui avaient été réellement existé, dont le souvenir était déformé et amplifié par des siècles de transmission orale et de réécriture rituelle? La réponse à cette question est probablement que les Sumériens eux-mêmes ne traçaient pas cette frontière de la même manière que les chercheurs modernes. Pour eux, la distinction entre réel et mythologique n'avait pas la même signification opératoire qu'aujourd'hui. Ce qui comptait était la fonction de la tradition, préserver, légitimer et transmettre, et non sa correspondance littérale avec une réalité événementielle vérifiable. Le système mathématique sumérien est l'une des contributions intellectuelles les plus durables de la Mésopotamie ancienne. Sa base sexagésimale, base 60, est encore utilisée aujourd'hui dans la mesure du temps et des angles, 60 secondes dans une minute, 60 minutes dans une heure, 360 degrés dans un cercle. Cette persistance sur 5 millénaires dans des contextes culturels radicalement différents témoigne d'une adéquation exceptionnelle entre ce système et la structure des phénomènes qu'il mesure, particulièrement les cycles astronomiques. La question qui se pose est celle de l'origine de ce système. Fut-il développé progressivement par les scribes sumériens à partir de besoins pratiques d'administration, ou fut-il adopté d'une source antérieure plus sophistiquée? L'explication conventionnelle attribue l'émergence du système sexagésimal aux nécessités de l'administration des temples sumériens. La base 60 présente des avantages pratiques considérables pour la division. 60 est divisible par 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 et 30. Ces propriétés le rendent particulièrement adapté au calcul de partage de rations, de mesure des surfaces agricoles et de gestion des stocks. Selon cette lecture, le système émergea graduellement entre le 4e et le 3e millénaire avant notre ère, raffiné par des générations de scribes en réponse à des besoins pratiques croissants. Cette explication est plausible et largement acceptée. Ce qui la complique, c'est l'existence de certaines tablettes mathématiques sumériennes dont le niveau de sophistication semble disproportionné par rapport aux besoins administratifs ordinaires. La tablette Plimpton 322, découverte en Mésopotamie et datée d'environ 1800 avant notre ère, contient une liste de triplets pythagoriciens, des ensembles de nombres satisfaisant la relation a au carré plus b au carré égale c au carré, avec une précision et une systématicité qui indiquent une compréhension profonde des relations entre ces triplets bien avant que la relation pythagoricienne ne soit formellement établie dans la tradition mathématique grecque. L'interprétation de cette tablette reste débattue. Certains mathématiciens y voient un outil trigonométrique, d'autres une table de référence pour la construction architecturale. Mais quelle qu'en soit la fonction exacte, son existence démontre que les mathématiciens mésopotamiens avaient atteint un niveau d'abstraction qui va au-delà des simples besoins pratiques d'une économie agricole. La question de la datation effective de ces connaissances est cruciale. Les tablettes mathématiques les plus sophistiquées que nous possédons datent du début du 2e millénaire avant notre ère, correspondant à la période paléo-babylonienne. Mais plusieurs indices suggèrent que les connaissances qu'elles contiennent sont plus anciennes que les tablettes elles-mêmes. Premièrement, la structure de ces textes mathématiques les présente non pas comme des découvertes nouvelles, mais comme des compilations d'un savoir établi, organisé à des fins pédagogiques dans les écoles de scribes. Deuxièmement, plusieurs de ces tablettes sont explicitement décrites comme des copies de textes antérieurs,
dont les originaux sont attribués à la période sumérienne ou même pré-sumérienne. Les mathématiques babyloniennes incluent également des calculs qui impliquent une connaissance de la valeur de pi avec une précision de 2 décimales, des méthodes d'extraction de racines carrées et cubiques, et des approches de ce que nous appellerions aujourd'hui des équations quadratiques. Ces outils mathématiques ne sont pas des curiosités théoriques. Ils ont des applications directes dans l'astronomie, l'architecture et la mesure des terres. Leur existence dans le corpus mésopotamien au début du 2e millénaire avant notre ère pose la question de leur genèse. Furent-ils développés ex nihilo dans les 2 ou 3 siècles précédant nos tablettes les plus anciennes, ou sont-ils l'aboutissement d'un développement beaucoup plus long dont nous ne possédons pas les étapes intermédiaires? Cette absence d'étapes intermédiaires documentées est un problème récurrent dans l'étude des connaissances techniques sumériennes et babyloniennes. La courbe d'apprentissage implicite dans les connaissances que révèlent les tablettes les plus anciennes, supposant une accumulation préalable de résultats et de méthodes, est beaucoup plus longue que ce que la chronologie des tablettes connues pourrait suggérer. Cela peut simplement signifier que les tablettes intermédiaires n'ont pas été conservées ou n'ont pas encore été retrouvées. Mais cela peut aussi signifier que la tradition mathématique mésopotamienne héritait d'un corpus de connaissances développé dans un contexte antérieur aux premières tablettes connues. Le système métrologique sumérien présente des caractéristiques analogues. Les unités de mesure sumériennes, de longueur, de surface, de volume et de poids, forment un système cohérent dont les ratios sont intimement liés aux constantes sexagésimales. Ce niveau de cohérence systémique ne s'improvise pas. Il résulte d'une standardisation délibérée qui implique une autorité centrale capable d'imposer des normes uniformes sur une vaste zone géographique, et suffisamment de temps pour que ces normes soient intégrées dans toutes les pratiques techniques. La présence d'un tel système dans les plus anciens documents métriques sumériens connus suggère que la standardisation avait eu lieu bien avant la période à laquelle ces documents furent rédigés. Les mesures architecturales relevées dans les édifices mésopotamiens anciens révèlent l'application cohérente de ces unités métriques. Les fouilles d'Ur, de Nippur et d'autres sites ont mis en évidence des structures dont les dimensions sont des multiples précis des unités métriques sumériennes. Cela confirme que ces unités n'étaient pas seulement théoriques mais opérationnelles dans la pratique constructive. Plus encore, certaines analyses architecturales ont mis en évidence la présence de ratios géométriques spécifiques dans la conception des temples, des ratios qui correspondent à des relations mathématiques identifiables dans les tablettes mathématiques contemporaines. Cette cohérence entre les textes mathématiques et la réalité constructive démontre que le savoir mathématique sumérien était un savoir appliqué, intégré dans les pratiques techniques de la civilisation. La question de l'origine du système sexagésimal reste donc ouverte au-delà de l'explication conventionnelle. L'hypothèse d'un développement entièrement endogène est plausible, mais laisse inexpliquée la sophistication précoce du corpus mathématique. L'hypothèse d'un héritage d'une tradition antérieure est cohérente avec les auto-attributions des textes mésopotamiens à des sources préhistoriques, mais ne peut pas être confirmée en l'absence de documentation directe de cette tradition antérieure. Ce qui est certain, c'est que la maîtrise mathématique sumérienne et babylonienne représente une réalisation intellectuelle d'une ampleur qui mérite d'être analysée dans sa totalité, plutôt que réduite à une simple réponse à des besoins administratifs. Les implications de cette maîtrise pour la compréhension du monde d'avant le déluge selon les textes sumériens constituent un fil d'investigation qui n'est pas encore épuisé. L'astronomie mésopotamienne est reconnue par les historiens des sciences comme l'une des traditions observationnelles les plus rigoureuses et les plus durables de l'Antiquité. Les tablettes cunéiformes consacrées aux phénomènes célestes couvrent une période d'environ 2 millénaires, depuis les premières de compilation systématique de la période néo-assyrienne au premier millénaire avant notre ère, jusqu'aux dernières tablettes astronomiques babyloniennes datées du 1er siècle de notre ère. Ce corpus considérable a été étudié intensément depuis le déchiffrement des premières tablettes astronomiques par Johann Epping et Franz Xaver Kugler à la fin du XIXe siècle. Ces études ont révélé que les astronomes babyloniens avaient développé des méthodes de calcul d'une précision remarquable pour prédire les éclipses, les positions planétaires et les cycles lunaires.
Ce qui est moins souvent souligné dans les études académiques conventionnelles, c'est la question de la profondeur temporelle de cette tradition observationnelle. Les méthodes de calcul développées par les astronomes babyloniens à partir du VIe siècle avant notre ère ne pouvaient pas avoir été construites sans un corpus préalable de données observationnelles s'étendant sur plusieurs siècles au minimum. Les cycles astronomiques qui sous-tendent les prédictions babyloniennes, en particulier le cycle Saros de 18 ans et 11 jours utilisé pour prédire les éclipses, et le cycle de 19 ans connu comme cycle métonique, requiert des séries d'observations s'étendant sur plusieurs répétitions du cycle pour être identifiées et quantifiées avec précision. Pour le cycle Saros, cela représente au moins plusieurs dizaines d'années d'observations continues. Pour les cycles planétaires plus longs, cela peut représenter plusieurs siècles. Les textes astronomiques babyloniens fournissent plusieurs indices sur la profondeur de cette tradition observationnelle. Les Enuma Anu-Enlil, une compilation de présages astraux dont les versions les plus complètes datent du 7e siècle avant notre ère, contiennent des références à des observations beaucoup plus anciennes, certaines attribuées à la période sumérienne ou akkadienne. Le texte connu comme le Venus Tablet of Amisaduqa, qui enregistre les apparitions héliaques de Vénus sur une période de 21 ans et qui est daté du XVIIe siècle avant notre ère, a été analysé par plusieurs astronomes modernes comme une compilation à partir d'observations encore plus anciennes. La question de la datation des observations sous-jacentes aux textes astronomiques babyloniens a fait l'objet de débats techniques précis entre historiens des sciences. Certaines analyses ont tenté de retrouver les dates originales des observations encodées dans ces textes en faisant correspondre les configurations célestes décrites avec les configurations réelles calculées à rebours par astronomie moderne. Ces tentatives ont produit des dates très variables, s'étendant dans certains cas à plusieurs millénaires avant les tablettes les plus anciennes connues. Ces résultats sont contestés et les incertitudes méthodologiques sont considérables. Mais le débat lui-même indique que la profondeur temporelle de la tradition observationnelle mésopotamienne est une question ouverte, pas une question résolue. Un exemple particulièrement discuté est celui du MUL.APIN, un catalogue d'étoiles et de constellations babyloniens dont les versions les plus complètes datent du 7e siècle avant notre ère, mais qui est généralement considéré comme une compilation de matériaux beaucoup plus anciens. Le texte décrit les levées et couchers héliaux d'un nombre important d'étoiles et de constellations, et plusieurs analyses basées sur la précession des équinoxes ont tenté de déterminer à quelle époque les positions décrites dans le texte correspondaient aux positions réelles des étoiles. La précession des équinoxes, le déplacement graduel des points équinoxiaux sur l'écliptique, avec un cycle complet d'environ 25 920 ans, signifie que les positions relatives des étoiles et des saisons changent lentement mais de manière calculable. Si les positions décrites dans le MUL.APIN correspondent aux positions réelles d'une époque spécifique, la précession permet en théorie de dater cette époque. Les analyses de ce type ont produit des datations qui varient considérablement selon les chercheurs, allant du 3e au 2e millénaire avant notre ère pour les couches les plus anciennes du texte. Ces variations reflètent les difficultés méthodologiques inhérentes à ce type d'analyse, notamment la question de savoir si les positions décrites dans le texte sont des observations directes ou des calculs théoriques, et si elles correspondent à un moment précis ou à une période moyenne. Ces difficultés ne permettent pas de tirer de conclusions fermes sur la datation des observations originales, mais elles illustrent la complexité de la question et la nécessité d'approches interdisciplinaires pour progresser dans ce débat. Au-delà des questions de datation, les textes astronomiques mésopotamiens contiennent des éléments qui posent des questions sur la nature du savoir astronomique transmis. La connaissance du cycle de précession des équinoxes lui-même, un cycle de presque 26 000 ans, est particulièrement intéressante à cet égard. Ce cycle ne peut pas être observé directement sur une durée humaine, il ne peut être détecté qu'en comparant des observations séparées par des siècles ou des millénaires. Il existe un débat parmi les historiens des sciences puisqu'à l'enquête sur la question de savoir si les Babyloniens connaissaient explicitement la précession ou s'ils avaient simplement empiriquement corrigé leurs tables astronomiques pour des effets qu'ils n'avaient pas conceptuellement identifiés. Hipparque de Nicée est traditionnellement crédité de la découverte formelle de la précession au IIe siècle avant notre ère.
Mais certains chercheurs, dont Giorgio de Santillana et Herta von Deschend dans leur ouvrage Le Moulin d'Hamlet, ont proposé que la précession était connue beaucoup plus tôt et que de nombreux textes mythologiques anciens, y compris sumériens, encodent des informations sur les cycles de précession dans leur structure symbolique. Cette hypothèse est controversée et n'est pas acceptée par la majorité des historiens des sciences. Mais elle a stimulé des recherches qui ont mis en évidence plusieurs coïncidences numériques entre les constantes astronomiques de la précession et les chiffres qui apparaissent dans les textes mythologiques mésopotamiens. Les durées de règne des rois prédiluviens de la liste royale, par exemple, sont toutes des multiples de 3600 ou de ses diviseurs, et 3600 est lui-même un multiple de 72, le nombre de degrés que parcourt le point équinoxial en 3600 ans. Ces relations numériques peuvent être des coïncidences. Elles peuvent aussi refléter une structuration intentionnelle des chiffres mythologiques en fonction de constantes astronomiques reconnues. Sans documentation supplémentaire, il est impossible de trancher. Ce qui est certain, c'est que le savoir astronomique mésopotamien est suffisamment ancien et suffisamment sophistiqué pour que la question de ses origines réelles reste ouverte. La paléogénétique, l'étude de l'ADN extrait de restes humains anciens, a transformé de manière fondamentale notre compréhension des migrations et des changements de population préhistoriques au cours des 2 dernières décennies. Des techniques comme le séquençage de l'ADN ancien à partir d'ossements et de dents ont permis de reconstituer avec une précision croissante les trajectoires migratoires des populations humaines depuis le Paléolithique supérieur. En ce qui concerne le Moyen-Orient et plus spécifiquement la Mésopotamie, ces études ont révélé une histoire génétique beaucoup plus complexe que ce que les modèles archéologiques conventionnels suggéraient. Les études les plus pertinentes pour la question mésopotamienne portent sur les populations néolithiques et chalcolithiques du Croissant fertile. Les travaux publiés par des équipes comme celle de Wolfgang Hack au Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology et de David Reich à Harvard ont établi que la diffusion de l'agriculture néolithique en Europe et dans d'autres régions s'accompagna de migrations de populations substantielles, et non d'une simple diffusion de techniques au sein de populations locales. En d'autres termes, les agriculteurs néolithiques n'étaient pas uniquement des chasseurs-cueilleurs locaux qui avaient appris à cultiver. Ils incluaient des populations migrantes d'origine anatolienne et moyen-orientale qui se déplacèrent avec leurs pratiques agricoles. Pour la Mésopotamie méridionale spécifiquement, les données génétiques disponibles sont encore limitées en raison des difficultés de préservation de l'ADN dans les contextes climatiques chauds et humides. Cependant, plusieurs études récentes portant sur des squelettes provenant de sites comme Tépé-Issar en Iran et de sites néolithiques de l'actuel Irak ont commencé à dessiner un tableau de la composition génétique des populations de la région. Ces études indiquent des changements de composition génétique qui correspondent chronologiquement aux grandes phases de transformation culturelle identifiées archéologiquement, en particulier la transition entre la culture d'Obeid et la période d'Uruk, au 4e millénaire avant notre ère. La période d'Uruk, qui correspond à l'émergence de ce que les archéologues désignent comme la première véritable civilisation urbaine en Mésopotamie, est caractérisée par une accélération soudaine et remarquable dans l'innovation institutionnelle et technique. En quelques siècles, apparaissent simultanément l'écriture, la bureaucratie centralisée, les grandes architectures monumentales, les sceaux cylindriques, la production artisanale spécialisée à grande échelle et les premiers réseaux commerciaux à longue distance. Cette simultanéité et cette rapidité ont toujours posé un problème à l'archéologie évolutive qui préfère généralement des explications graduelles. Plusieurs théories ont été avancées pour expliquer cette émergence apparemment soudaine, allant de la croissance démographique à la spécialisation économique et au changement climatique. Les données génétiques suggèrent qu'un afflux de populations extérieures pourrait avoir joué un rôle dans cette transformation. Les analyses des génomes anciens de la période d'Obeid et de la période d'Uruk révèlent des différences de composition qui sont cohérentes avec l'arrivée d'une population nouvelle apportant avec elle un bagage culturel distinct. Cette population n'aurait pas nécessairement remplacé la population locale. Les analyses indiquent un mélange, avec une contribution génétique nouvelle qui s'intègre dans le stock génétique préexistant. Mais sa présence dans les données génomiques confirme que la période d'Uruk ne fut pas un développement entièrement endogène de la population mésopotamienne de la période précédente.
La question cruciale est celle de l'origine de cette population migrante. Les analyses génétiques disponibles ne permettent pas encore de la localiser avec précision. Elle pourrait provenir de régions montagneuses adjacentes comme le Zagros ou le Taurus, dont les populations sont génétiquement distinguables de celles de la plaine mésopotamienne. Elle pourrait aussi provenir de régions côtières, aujourd'hui submergées, dont la composition génétique est par définition inaccessible à l'analyse directe puisque les sites potentiels sont sous plusieurs dizaines de mètres d'eau dans le golfe Persique. Cette impossibilité d'accès direct aux données génétiques d'une population potentiellement submergée constitue l'une des limites fondamentales de l'approche paléogénétique pour cette question spécifique. Des études portant sur les populations contemporaines du Moyen-Orient ont tenté de retrouver des signatures génétiques d'une hypothétique population du golfe Persique pré-submersion. Certaines analyses de diversité génétique dans les populations arabes du Golfe ont identifié des haplogroupes dont la distribution géographique suggère une origine dans la péninsule arabique et les zones côtières adjacentes, avec des dates de divergence cohérentes avec la période de la submersion. Ces résultats sont préliminaires et méthodologiquement fragiles, mais ils sont suffisamment intéressants pour justifier des études plus approfondies. Un autre angle d'approche génétique concerne la diffusion des langues. Le sumérien est une langue isolée. Elle n'a pas été établie comme apparentée à aucune autre langue connue. Cette isolation linguistique est frappante dans un contexte géographique entouré de familles linguistiques bien documentées, le sémitique à l'ouest et au sud, l'indo-européen au nord et plusieurs autres familles à l'est. Les langues isolées résultent généralement de l'extinction de leurs langues sœurs ou de l'isolement géographique prolongé d'une population. L'isolement géographique le plus évident pour le sumérien serait celui d'une population vivant sur un territoire aujourd'hui submergé, le bassin du golfe Persique, dont les voisins auraient disparu avec la submersion, laissant le sumérien sans famille linguistique identifiable dans les régions accessibles. Cette hypothèse, développée notamment par le linguiste Gordon Whittaker, reste spéculative en l'absence de données comparatives directes, mais elle est cohérente avec les données génétiques partielles disponibles et avec la géographie de la submersion post-glaciaire. Elle suggère que l'isolement linguistique du sumérien n'est pas nécessairement un accident de la documentation historique. Une langue dont les sœurs auraient peut-être simplement disparu sans laisser de traces écrites, mais pourrait refléter un isolement géographique réel d'une population dont le territoire d'origine est aujourd'hui inaccessible. L'ensemble des données génétiques disponibles sur les populations mésopotamiennes anciennes ne permet pas encore de confirmer ou d'infirmer l'hypothèse d'une population du golfe Persique comme source de la civilisation sumérienne. Mais elles indiquent que l'histoire génétique de la Mésopotamie est plus complexe que ce que les modèles archéologiques linéaires supposent, et qu'elle implique des mouvements de population dont les origines géographiques ne correspondent pas toujours aux régions documentées par l'archéologie terrestre conventionnelle. Cette complexité est cohérente avec les traditions textuelles qui situent les origines de la civilisation sumérienne dans un lieu que les fouilles archéologiques ne peuvent pas atteindre directement. La géologie sous-marine du golfe Persique est l'une des régions les plus riches en potentiel archéologique non exploré au monde. Ce constat n'est pas une affirmation spéculative, il découle directement des données bathymétriques et sédimentologiques disponibles. Le golfe Persique actuel a une profondeur moyenne d'environ 35 mètres, avec des zones peu profondes, en particulier dans sa partie méridionale, où les fonds se situent à moins de 10 mètres de la surface. Ces faibles profondeurs signifient que la totalité du golfe était à sec lors du dernier maximum glaciaire, quand le niveau des océans était inférieur d'environ 120 mètres au niveau actuel. La plaine alors émergée, couvrant une superficie d'environ 250 000 km², était irriguée par la confluence du Tigre, de l'Euphrate, du Karun et de l'Hindiya. Un système fluvial capable de maintenir une végétation dense et une faune abondante. Les études paléo-environnementales de cette région ont permis de reconstituer les caractéristiques générales de cet environnement disparu. La présence d'un grand lac ou d'un estuaire d'eau douce au centre du bassin, alimenté par les grands fleuves, créait des conditions exceptionnellement favorables à l'habitation humaine.
Les analyses polliniques, extraites des carottes sédimentaires du fond du golfe, révèlent la présence de végétation de type savane boisée, compatible avec une occupation humaine et une pratique agricole ou pastorale. La faune associée à ces environnements, grands mammifères, poissons d'eau douce, oiseaux migrateurs, aurait fourni des ressources alimentaires diversifiées. Jeffrey Rose, déjà mentionné dans les sections précédentes, publia en 2010 une synthèse des données disponibles sur ce qu'il appela le Gulf Oasis. Son analyse indique que la densité de sites archéologiques sur les rives actuelles du Golfe, datant de la période immédiatement postérieure à la submersion, est inhabituellement élevée comparée à d'autres régions de la péninsule arabique. Cette concentration de sites côtiers post-submersion suggère une migration de population depuis les zones submergées vers les terres restées émergées, une migration qui aurait produit exactement le type de concentration de population observée. Ces données circonstancielles ne constituent pas une preuve directe d'occupation de la plaine submergée, mais elles sont cohérentes avec l'hypothèse d'une telle occupation. Des plongeurs et des équipes de prospection géophysique ont commencé à explorer certaines zones peu profondes du golfe Persique dans les dernières décennies. Certaines de ces explorations, menées principalement dans les eaux territoriales du Bahreïn, du Qatar et des Émirats arabes unis, ont mis en évidence des structures géologiques et des formations qui pourraient correspondre à des traces d'activité humaine, des alignements de roches, des dépressions régulières, des accumulations de silex. Ces observations sont préliminaires et ont été accueillies avec prudence par la communauté archéologique. La difficulté est que les structures naturelles dans les environnements sous-marins peuvent facilement être confondues avec des traces anthropiques et que les conditions de visibilité dans le golfe Persique, souvent faibles en raison des sédiments en suspension, rendent les observations directes difficiles. Une zone particulièrement intéressante est celle qui correspond à l'embouchure hypothétique du grand système fluvial pré-submersion, dans la région actuellement connue comme le Shatt al-Arab. Les analyses bathymétriques de cette région révèlent des chenaux fluviaux fossiles dont la morphologie est cohérente avec un réseau hydrographique actif pendant la période glaciaire. La présence de ces chenaux confirme l'existence d'un système de drainage important dans cette zone, mais ne dit rien sur la présence ou l'absence de populations humaines sur ces rives. Les traditions locales arabes de plusieurs pays du Golfe mentionnent l'existence d'une ancienne terre submergée, parfois appelée Bilad al-Qadim, le pays ancien, dont le souvenir est encore présent dans certaines traditions orales de la région. Ces traditions ont reçu peu d'attention académique, mais leur existence est analytiquement intéressante dans la mesure où elles correspondent géographiquement à une réalité géologique documentée. Elles peuvent refléter une transmission orale de la mémoire de la submersion, similaire aux exemples australiens et polynésiens mentionnés précédemment. Elles peuvent aussi être des constructions narratives indépendantes, sans relation directe avec un événement historique spécifique. La question de Dilmun, la destination finale de Ziusudra dans les textes sumériens, est pertinente dans ce contexte. Dilmun est généralement identifié à Bahreïn et aux îles adjacentes, une région qui était côtière avant la submersion et qui représente donc l'une des zones émergées les plus proches de la plaine engloutie. Cette localisation géographique concrète dans un texte décrivant le survivant du déluge est cohérente avec une tradition qui préservait la mémoire d'une catastrophe hydraulique dans la région du golfe Persique. Dilmun est décrite dans les textes sumériens comme un lieu pur, béni, antérieur à la corruption, un jardin primordial dont les caractéristiques correspondent à un environnement idéalisé mais géographiquement localisé. Les fouilles archéologiques à Bahreïn ont révélé des traces d'occupation remontant au moins à 3000 avant notre ère, avec des connexions culturelles évidentes avec la Mésopotamie méridionale. Les tumuli funéraires de Bahreïn, au nombre de plusieurs milliers, constituent l'une des concentrations de tombes préhistoriques les plus importantes du Moyen-Orient. Leur nombre et leur ancienneté suggèrent une population plus importante que ce que les ressources locales de Bahreïn auraient pu soutenir, ce qui a conduit certains chercheurs à proposer que ces tombes sont partiellement celles de populations ayant migré depuis des régions plus vastes, potentiellement la plaine submergée adjacente.
Ces données archéologiques, géologiques et textuelles convergent pour constituer un dossier circonstanciel en faveur de l'existence d'une population humaine significative dans la plaine du Golfe Persique avant sa submersion. Ce dossier n'est pas conclusif car les preuves directes des sites archéologiques effectivement fouillés sous les eaux du Golfe font encore défaut. Mais la convergence de données indépendantes, paléo-environnementales, génétiques, linguistiques et textuelles, est suffisamment remarquable pour justifier un programme de recherche systématique en archéologie sous-marine dans cette région. Un tel programme est techniquement faisable avec les méthodes actuelles de prospection géophysique et de fouilles sous-marines, et il pourrait produire des découvertes qui modifieraient substantiellement notre compréhension des origines de la civilisation mésopotamienne. La question de la chronologie du déluge est l'une des plus complexes et des plus débattues dans l'étude des traditions anciennes relatives à une catastrophe hydraulique. 3 grandes traditions, sumérienne, biblique et égyptienne, mentionnent des événements qui peuvent être mis en relation avec un déluge ou une catastrophe de grande ampleur, mais leurs chronologies respectives ne concordent pas, et les différentes manières de les harmoniser ou de les expliquer révèlent des problèmes fondamentaux dans la méthodologie de l'histoire ancienne. La tradition sumérienne, telle qu'elle est reflétée dans la liste royale et dans les récits de Ziusudra, situe le déluge à la fin d'une période préhistorique dont la durée est exprimée en chiffres qui résistent à toute conversion directe en chronologie absolue. Si l'on tente d'établir une date à partir de la liste royale en utilisant les durées de règne post-diluviennes, qui sont elles-mêmes longues mais moins démesurées que les chiffres prédiluviens, et en les raccordant aux dynasties historiquement attestées, on obtient des dates très différentes selon les méthodes de conversion appliquées. Les estimations publiées par différents chercheurs s'étendent sur plusieurs millénaires, allant d'environ 4000 avant notre ère à des dates beaucoup plus reculées. La chronologie biblique, telle qu'elle découle des généalogies de la Genèse, a été utilisée par des computistes depuis l'Antiquité pour dater le déluge de Noé. L'archevêque Ucher, au XVIIe siècle, calcula une date de 2349 avant notre ère pour le déluge à partir d'une lecture littérale des généalogies bibliques. D'autres computistes, utilisant les mêmes textes mais des méthodes légèrement différentes, obtinrent des dates allant de 2900 à 5000 avant notre ère. Ces variations résultent des différences entre les versions du texte biblique utilisées, le texte hébreu massorétique, le grec de la Septante et le samaritain, présentent des valeurs numériques différentes pour les durées de vie des patriarches antédiluviens. La Septante, par exemple, donne des durées de vie systématiquement plus longues que le texte massorétique, ce qui recule la date du déluge calculée à partir de ces données. La tradition égyptienne ne contient pas de récit de déluge aussi explicite que les traditions sumériennes et bibliques, mais elle inclut plusieurs références à une catastrophe ancienne qui aurait précédé l'ordre actuel du monde. Le texte connu comme les textes des sarcophages contient des allusions à une inondation primordiale au cours de laquelle une grande partie de l'humanité périt. La tradition égyptienne de Zep-Tépi, le premier temps, ou temps des dieux, décrit une période originelle d'ordre parfait qui fut interrompue par une catastrophe après laquelle les dieux se retirèrent du monde et les humains furent livrés à eux-mêmes. Cette structure narrative est fonctionnellement similaire au récit mésopotamien, mais les détails en sont différents et la chronologie est encore plus difficile à établir. Manetho, le prêtre égyptien du IIIe siècle avant notre ère qui écrivit une histoire de l'Égypte en grec, fournit des listes de rois divins et semi-divins qui auraient précédé les dynasties historiques. Ces listes, dont des fragments nous sont parvenus à travers les citations d'autres auteurs anciens, attribuent à ces règnes préhistoriques des durées analogues à celles des rois prédiluviens de la liste royale sumérienne. La similitude structurelle entre la liste de Manetho et la liste royale sumérienne a conduit certains chercheurs à proposer qu'elle reflète une tradition commune, diffusée depuis la Mésopotamie vers l'Égypte ou provenant d'une source commune aux deux. Cette hypothèse est séduisante mais difficile à démontrer, car les contacts documentés entre la Mésopotamie et l'Égypte à l'époque où ces listes furent vraisemblablement composées sont limités et indirects. La contradiction chronologique la plus significative entre les traditions sumériennes et bibliques concerne la relation entre le déluge et l'émergence des premières civilisations.
Dans la tradition biblique, Noé et ses descendants reconstruisent la civilisation après le déluge et les premières villes, Babel, Érec, Akkad, sont fondées par des descendants de Noé dans la période post-diluvienne. Cette chronologie place la fondation des premières villes mésopotamiennes après le déluge. Dans la tradition sumérienne, en revanche, plusieurs des villes nommées dans la liste royale comme siège de la royauté prédiluvienne, Eridu, Shuruppak, correspondent à des sites archéologiques dont l'occupation précède de loin toute date raisonnablement assignable au déluge biblique selon les calculs traditionnels. Cette contradiction peut être résolue de plusieurs manières. On peut considérer que les deux traditions décrivent des événements différents, localement appelés déluges, mais correspondant à des catastrophes hydrauliques distinctes survenues à des époques différentes. On peut considérer que la tradition biblique a systématiquement condensé une chronologie beaucoup plus longue en une séquence généalogique raccourcie. On peut aussi considérer que les deux traditions reflètent différents niveaux de la même catastrophe, vus depuis des perspectives géographiques et culturelles différentes. Aucune de ces solutions n'est pleinement satisfaisante avec les données actuellement disponibles. Un autre problème chronologique concerne la corrélation entre les dates proposées pour le déluge et les données paléoclimatiques. Si le déluge correspondait à la submersion de la plaine du golfe Persique, la chronologie géologique placerait l'événement entre 8000 et 5000 avant notre ère, avec un épisode particulièrement brutal autour de 6000 avant notre ère. Ces dates sont beaucoup plus anciennes que toutes les dates calculées à partir des généalogies bibliques, et elles sont aussi plus anciennes que la plupart des dates assignées au déluge sumérien sur la base des données de la liste royale. Cette discordance peut signifier que le déluge de la tradition textuelle n'est pas le même événement que la submersion du golfe Persique. Elle peut aussi signifier que les chronologies textuelles ont subi des compressions ou des déformations lors de leur transmission qui les rendent incomparables directement aux données géologiques. Ce problème de commensurabilité entre les chronologies textuelles et les chronologies géologiques est fondamental pour toute tentative de mise en correspondance des traditions du déluge avec des événements géophysiques réels. Les textes anciens ne fonctionnent pas comme des archives géologiques. Ils fonctionnent comme des structures de transmission culturelle qui préservent certains types d'informations avec précision et en déforment d'autres en fonction des besoins de la transmission. La question n'est pas simplement quelle est la bonne date du déluge, mais plutôt quels aspects de la tradition du déluge correspondent à des réalités événementielles et par quels mécanismes ces aspects ont-ils été préservés ou déformés au cours de la transmission. C'est une question qui ne peut pas être résolue par la seule analyse des textes, mais qui requiert une intégration systématique des données textuelles, archéologiques, géologiques et génétiques. La datation d'un événement historique à partir de sources textuelles anciennes est une entreprise méthodologiquement délicate dans le meilleur des cas. Elle devient particulièrement complexe lorsque les sources en question utilisent des systèmes chronologiques incommensurables avec les nôtres, lorsqu'elles ont été transmises pendant des millénaires avant d'être consignées par écrit, et lorsqu'elles mêlent des éléments de mémoire événementielle à des structures narratives et symboliques dont la logique n'est pas la précision historique. C'est précisément la situation dans laquelle se trouve la question de la datation du déluge sumérien. Plusieurs approches méthodologiques indépendantes ont été développées pour tenter de contourner ces difficultés. La première est l'approche astronomique déjà évoquée dans le contexte des textes stellaires. Si les textes relatifs au déluge contiennent des descriptions de configurations célestes observables, position de planètes, éclipses, comètes, ces configurations peuvent être calculées à rebours pour déterminer à quelle date elles se produisirent. Cette approche a produit des résultats très variables selon les chercheurs. Le problème fondamental est la difficulté de distinguer les descriptions astronomiques qui reflètent des observations directes de l'événement de celles qui résultent d'une construction mythologique utilisant des éléments astronomiques à des fins symboliques. Une tentative particulièrement ambitieuse dans cette direction est celle de Victor Klube et Bill Napier, deux astrophysiciens qui développèrent dans les années 1980 et 1990 l'hypothèse d'un épisode catastrophique lié à la fragmentation d'une comète géante au cours de l'Holocène. Selon leur modèle, la désintégration progressive d'un corps cométaire de grande taille aurait produit une série d'épisodes d'impact et de pluies de météorites entre 10 000 et 3 000 avant notre ère,
avec des conséquences potentiellement catastrophiques pour les populations humaines. Ils identifièrent plusieurs traditions mythologiques, dont les récits de déluge mésopotamiens, comme des encodages culturels de ces événements. Leur hypothèse ne fut pas acceptée par la communauté astronomique principale, mais elle stimula des recherches ultérieures sur les impacts cométaires et météoritiques dans l'Holocène qui ont depuis lors documenté plusieurs événements réels, bien que de magnitude plus modeste que ce que Clube et Napier supposaient. Une deuxième approche de datation utilise les données stratigraphiques de manière inverse. Plutôt que de chercher une couche universelle de déluge, elle identifie les transitions culturelles majeures dans la stratigraphie mésopotamienne et tente de les corréler avec des changements climatiques datables. La transition entre la culture d'Obeid et la période d'Uruk, datée d'environ 4000 à 3500 avant notre ère, représente la discontinuité culturelle la plus significative dans la séquence mésopotamienne et a été proposée par plusieurs chercheurs comme le contexte de la tradition du déluge. Un épisode de sécheresse intense connu comme l'événement climatique de 4,2 kIRBP qui se produisit vers 2200 avant notre ère a également été proposé comme contexte possible, particulièrement pour la version akkadienne du déluge dans l'épopée d'Atrahasis. L'événement de 4,2 kIRBP est une référence datée avec précision dans les archives climatiques mondiales. Les carottes de glace groenlandaises, les spéléothèmes de cavernes iraniennes et les sédiments lacustres de nombreuses régions du monde révèlent un épisode de sécheresse extrême qui dura plusieurs siècles et dont les effets furent globaux. En Mésopotamie, cet événement coïncide avec l'effondrement de l'empire d'Akkad, l'une des premières grandes formations impériales de l'histoire. Des études archéologiques, notamment celle de Harvey Weiss de l'université Yale, ont documenté l'abandon massif de sites dans le nord de la Mésopotamie à cette période, cohérent avec un déplacement de population vers le sud face à la sécheresse. Ces migrations forcées, accompagnant l'effondrement d'une structure politique et économique majeure, constituent un événement catastrophique suffisant pour générer une tradition de déluge, non pas au sens d'une inondation, mais au sens d'une destruction totale de l'ordre existant. Cette interprétation est intéressante car elle dissocie la nature du cataclysme de sa représentation dans la tradition textuelle. Le terme déluge peut être la métaphore d'une catastrophe par sécheresse et effondrement social, et non nécessairement la description d'un événement hydraulique réel. Cette lecture est cohérente avec le fait que plusieurs des termes utilisés dans les textes sumériens et akkadiens pour décrire le déluge peuvent être traduits de manière plus neutre comme inondation ou grande eau, mais peuvent aussi avoir des sens plus larges désignant le chaos ou la destruction de l'ordre. Une troisième approche de datation, plus récente, utilise les données de la génétique des populations combinées au modèle de migration pour établir des contraintes chronologiques. Si la civilisation sumérienne résulte partiellement d'une migration de population depuis la plaine submergée du golfe Persique, les analyses de coalescence génétique qui déterminent quand des lignages génétiques distincts se séparèrent de leurs ancêtres communs, pourraient en théorie fournir des dates pour cette migration. Les études disponibles offrent des fourchettes chronologiques très larges, généralement comprises entre 8000 et 4000 avant notre ère, qui sont cohérentes avec la période de submersion du Golfe, mais ne permettent pas de préciser davantage. La tentative de recoupement de ces différentes approches, stratigraphiques, climatique, génétique, astronomique, produit un tableau dans lequel plusieurs périodes entre 6000 et 2200 avant notre ère peuvent être candidates au statut de contexte événementiel des traditions du déluge. Cette multiplicité de candidats possibles peut refléter la réalité d'une tradition composite dans laquelle les souvenirs de plusieurs événements catastrophiques distincts furent progressivement fusionnés en un récit unique. Elle peut aussi refléter les limites actuelles des méthodes disponibles, qui ne sont pas encore suffisamment précises pour discriminer entre des événements séparés de quelques siècles dans un passé aussi reculé. Ce qui est analytiquement le plus solide n'est pas une date précise pour le déluge, mais la conclusion que la tradition mésopotamienne du déluge reflète une ou plusieurs catastrophes réelles suffisamment significatives pour marquer durablement la mémoire collective des populations qui en furent témoins ou héritières. La précision chronologique reste un objectif de recherche pour l'avenir, dépendant du développement de nouvelles méthodes et de la mise au jour de nouvelles données. Ce que l'état actuel de la recherche permet d'affirmer, c'est que la question n'est pas de savoir si quelque chose se passa, mais quand, où et avec quelle ampleur.
L'une des règles fondamentales de l'histoire est que les sources ne parlent jamais d'elles-mêmes. Elles sont toujours le produit de choix, choix de ce qui fut inscrit, de ce qui fut préservé, de ce qui fut copié et de ce qui fut laissé à se désintégrer. Le corpus des tablettes sumériennes et babyloniennes que nous possédons aujourd'hui n'est pas le corpus que ces civilisations avaient produit. C'est le résidu de millénaires de sélection, de destruction et de hasard. Comprendre ce que les tablettes ne disent pas est aussi important que comprendre ce qu'elles disent. La destruction de tablettes est un fait archéologique bien documenté. Les grandes bibliothèques de l'Antiquité mésopotamienne furent plusieurs fois pillées, incendiées ou dispersées. La bibliothèque d'Assurbanipal à Ninive, l'une des sources les plus importantes de notre connaissance du corpus cunéiforme, fut détruite lors de la prise de Ninive en 612 avant notre ère. Paradoxalement, l'incendie qui détruisit une grande partie de la bibliothèque cuit les tablettes d'argile et les rendit ainsi plus durables, permettant leur survie jusqu'à leur redécouverte moderne. D'autres destructions furent moins favorables à la préservation. Les tablettes non cuites, conservées à l'état sec, se désagrègent dès qu'elles sont exposées à l'humidité, et d'innombrables documents ont ainsi disparu sans laisser de traces. La question des tablettes délibérément détruites ou cachées est plus difficile à traiter. Il existe des indices textuels que certains types de savoirs étaient considérés comme ésotériques ou dangereux et que leur diffusion était strictement contrôlée. Plusieurs textes d'incantation et de rituels contiennent des colophons qui précisent que le document ne doit pas être montré à un profane et que toute divulgation non autorisée de son contenu est interdite. Cette restriction d'accès implique l'existence d'un corpus de savoir non public dont nous ne possédons que des fragments, ceux qui furent copiés malgré les restrictions, ou ceux dont les copies tombèrent entre les mains de personnes qui les transmirent en dehors des circuits institutionnels prévus. La sélection par la demande est un autre facteur. Les tablettes qui nous sont parvenues, en grand nombre, sont celles qui furent copiées et recopiées par les écoles de scribes pendant des siècles, parce qu'elles correspondaient aux besoins pédagogiques ou rituels de leur époque. Les textes moins demandés, ceux qui n'étaient pas intégrés dans les programmes des écoles, ceux qui correspondaient à des pratiques cultuelles abandonnées, ceux qui décrivaient des événements dont le souvenir n'avait plus d'utilité institutionnelle, furent copiés moins fréquemment et survécurent donc en moins grand nombre. Les textes yétsé, les textes relatifs au monde prédiluvien, sont globalement peu nombreux dans le corpus total des tablettes cunéiformes connues. Cette rareté peut refléter leur faible importance dans la vie institutionnelle quotidienne des scribes qui décidaient de quoi copier. Elle peut aussi refléter une destruction délibérée d'un corpus de textes jugés trop subversifs ou trop incompatibles avec les constructions idéologiques des périodes ultérieures. La question des tablettes délibérément cachées est documentée par plusieurs découvertes archéologiques. À Sippar, une cache de tablettes fut découverte dans les années 1980 dans les fondations du temple de Shamash. Ces tablettes, datées du premier millénaire avant notre ère, avaient manifestement été enfouies pour les protéger lors d'une période de trouble. D'autres caches similaires ont été retrouvées dans d'autres sites, indiquant que la pratique d'enterrer des archives pour les préserver était réelle et documentée. Si des tablettes furent régulièrement cachées lors de périodes de crise, il est probable que de nombreuses caches n'ont pas encore été retrouvées. Soit parce que les sites correspondants n'ont pas été fouillés, soit parce que les fouilles n'ont pas atteint les niveaux où elles se trouvent, soit parce qu'elles ont été détruites par des crues ou des remaniements du terrain. Les fouilles archéologiques en Irak ont été considérablement perturbées par les conflits des dernières décennies. Le pillage du musée national de Bagdad en 2003 se traduisit par la dispersion de milliers d'artefacts, dont de nombreuses tablettes cunéiformes dans des circuits commerciaux illicites. Certaines de ces tablettes réapparurent sur le marché des antiquités et furent achetées par des musées et des collectionneurs privés sans que leur provenance soit documentée, rendant leur contexte archéologique à jamais irrécupérable. Des fouilles clandestines sur des sites non protégés détruisirent des niveaux archéologiques entiers, dont le contenu ne fut jamais enregistré. Cette destruction récente vient s'ajouter à des siècles de perturbations antérieures pour constituer un biais systématique dans le corpus disponible.
Les lacunes géographiques dans le corpus cunéiforme sont également significatives. La majorité des tablettes connues provient d'un nombre relativement restreint de sites: Nippur, Ur, Uruk, Lagash, Ninive, Assur, Sippar. D'autres sites importants n'ont été que partiellement fouillés. La plaine du Golfe Persique, qui représente une zone d'intérêt majeure pour les questions soulevées dans ce documentaire, n'a pas été fouillée du tout, pour la raison évidente qu'elle est sous l'eau. Cette absence géographique est particulièrement problématique, car c'est précisément la région dont certains textes semblent décrire l'importance préhistorique. Ce que les tablettes ne disent pas inclut aussi ce qu'elles disaient dans des versions maintenant perdues. Plusieurs textes cunéiformes nous sont parvenus sous forme de fragments dont les lacunes représentent parfois la moitié ou plus du contenu original. La tablette du déluge sumérienne, qui contient le récit de Ziusudra, est connue principalement par un fragment unique dont une grande partie est illisible ou manquante. Les passages les plus informatifs sur la nature exacte du déluge et les circonstances de la survie de Ziusudra se trouvent précisément dans les sections perdues. Cette perte n'est pas anodine. Elle signifie que les questions les plus importantes que nous poserions à ce texte ne peuvent pas recevoir de réponse directe à partir des données dont nous disposons. L'état actuel de la recherche sur les tablettes sumériennes et le monde d'avant le déluge est donc caractérisé par une asymétrie fondamentale entre les questions posées et les données disponibles pour y répondre. Les textes soulèvent des questions précises sur l'existence, la nature et la destruction d'une civilisation antérieure. Les données archéologiques, géologiques et génétiques apportent des éléments de réponse partiels qui sont cohérents avec l'hypothèse d'une telle civilisation, mais qui ne permettent pas de la confirmer. Les corpus textuels que nous possédons sont le résidu d'un ensemble beaucoup plus vaste dont une grande partie est irrécupérable. Ce constat n'est pas une conclusion négative. Il définit un programme de recherche. L'archéologie sous-marine dans le Golfe Persique, l'analyse systématique des tablettes récemment découvertes ou encore non publiées, le développement des méthodes paléogénétiques pour les populations du Moyen-Orient ancien et l'application de méthodes de datation de plus en plus précises aux données archéologiques existantes constituent autant de directions dans lesquelles les réponses aux questions posées par les tablettes sumériennes pourraient progresser. Ce qui est certain, c'est que ces tablettes ne sont pas épuisées comme source de questions. Elles continuent de poser des problèmes que les cadres interprétatifs existants ne résolvent pas entièrement, et c'est précisément pourquoi elles méritent de continuer à être examinées avec rigueur.